Bienvenue dans ce 7e épisode de Slash Design, le podcast du laptop. Le design, il est partout et nous on le suit à la trace, on voit comment il s'exprime. Et aujourd'hui, comme à peu près tous les jours où il y a un Slash Design, j'ai à côté de moi Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Ambroise. Tu es responsable pédagogique du laptop et tu es co-animatrice de ce podcast. Et c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Peut-être un petit mot sur le laptop, nous dire quelle est cette structure où nous nous trouvons actuellement. Oui, alors certains d'entre vous savent déjà, peut-être parce que vous avez des souvenirs de cette pièce dans laquelle vous avez eu des formations, suivi des formations, que nous sommes donc un organisme de formation et on propose des formations qui vont de 4 heures en ligne à 5 jours en présentiel sur plein de sujets relatifs au design. Et donc le laptop, c'est un organisme de formation qui a 11 ans et qui a été fondé il y a 11 ans par Pauline qui fait les 100 pas dans le fond là-bas. Autour notamment du design sprint. Voilà. Très bien, et aujourd'hui, on va parler Design Ops avec nos invités qui sont devant moi en chair et en os. Bonjour Caroline. Bonjour. Tu es Design Ops chez Malt. Bonjour Mitch. Salut. Tu es product and design évangéliste et on va échanger du coup sur l'amélioration du travail d'équipe et la qualité des projets de design. Merci d'être là, je lance officiellement cet épisode. Qui n'a jamais rêvé de bousculer son entreprise, de s'attaquer à tous ces petits soucis d'organisation qu'on vit au quotidien et qui des fois malheureusement transforment les meilleures volontés en parcours du combattant et qui peut même faire fuir les talents. Il y a des choses comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas le choix de passer par là. Voilà, quand on est en couple, c'est le mariage qui va faire qu'on va se fâcher ou l'organisation du mariage ou je sais pas, les travaux dans l'appartement. Quand une entreprise grandit, on rencontre souvent les mêmes patterns, les mêmes schémas de problèmes et devinez quoi, le design certainement peut s'attaquer à ces problématiques. Est-ce que Rachel, tu peux nous toucher quelques mots, nous définir c'est quoi le design ops, qu'on puisse commencer l'échange avec une base commune? Je vais essayer. Donc moi j'ai un faible pour les définitions radicalement simples, au risque d'être simpliste. Donc c'est pour ça que quand on parle de design ops ou design opération, operations. Je commence toujours par la définition de Peter Merholtz, qui a été cité par Kevin Hoffman lors d'une conférence. Pour lui, qu'est-ce que le design ops ? C'est tout simplement toutes les activités d'une équipe de design qui ne sont pas, à proprement parler, des activités de design. Ça recouvre beaucoup de choses qui semblent assez disparates, comme le choix des outils de l'équipe, la montée en compétences, la bonne communication interne et externe, l'organisation de réunions et de rituels, le suivi des indicateurs de performance de l'activité de design, les efforts pour faire adopter le design system, etc., etc. On va certainement parler d'encore plein de choses tout à l'heure. Soit toutes les opérations qui rendent possible le design et qui rendent le design meilleur. Ça peut sembler, à première vue, être un ensemble hétéroclite d'activités. Difficile d'y voir un sens, une structure. Si on en reste à une définition en creux comme celle-là, un peu tout sauf le design lui-même, on va juste laisser plein de choses passer à travers les mailles du filet. Heureusement, on dispose aussi de descriptions du design ops qui sont structurées en 3 catégories cohérentes, 3 piliers, comme ceux du Nielsen Norman Group. Donc pour eux, le design ops, c'est petit 1, la collaboration, how we work together. Donc c'est là qu'on parle de l'équipe elle-même, de sa constitution, de son évolution, des recrutements, les formations, les rituels, les réunions. Le design ops, c'est aussi petit 2, l'efficacité. C'est how we get our work done. C'est là qu'on parle d'outils, de process et de workflow, de design system, de repositories. Et le design ops, c'est enfin petit 3, le rayonnement, how our work creates impact, c'est-à-dire la mesure de l'impact et de la qualité du design, la communication sur ce travail et sur ses méthodes. Donc pour revenir à Kevin Hoffman, il a résumé ça en people,
process et portfolio. C'est-à-dire qu'il est tombé à peu près sur la même structuration que Nissel Norman Group. C'est extrêmement efficace comme catégorisation. Et d'ailleurs, si vous vous aventurez un jour dans notre formation Design Ops, vous verrez que Zaliata Hamada a structuré son premier jour de cours exactement comme ça. Quand j'ai listé les activités couvertes par le Design Ops, vous avez dû vous dire que ce sont des choses que vous faites déjà. C'est vrai. Ces activités sont présentes dans toutes les équipes de design et toutes bénéficieraient de se pencher un peu dessus. Mais ce sont les équipes plus grandes, celles qui grossissaient et qui ne pouvaient pas se permettre de perdre en efficacité, celles où l'organisation du travail devenait un sujet brûlant, qui en ont fait un poste à part, souvent distinct de la formation de design manager, le design manager se concentrant sur le design à proprement parler. Et souvent, ceux qui occupent ces postes, les postes de design ops, sont des designers au départ. Et pour eux, people, process, portfolio, ce sont aussi des moyens pour designer l'organisation dans laquelle ils évoluent. Et voilà, une belle lumière que tu nous apportes déjà sur cette notion. Comme je l'ai dit, on va pas en parler avec n'importe qui, avec ces deux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. On vous enlève le méchant exercice de se présenter. Rachel a des choses à dire sur vous. Je m'y recolle. Donc aujourd'hui, nous recevons deux aventuriers. Deux personnes qui n'hésitent pas à explorer des terres professionnelles inconnues, à changer de route si besoin. Deux personnes dont la carrière n'était pas toute tracée. Caroline Caltagirone. Elle a commencé comme chercheuse en économie sur le sujet de la transformation numérique à Harvard. Excusez du peu. Mais la recherche, c'était trop lent et trop protocolaire et déconnecté du réel. Alors, elle a pris ses chaussures et son bâton et est allée explorer le terrain en devenant user researcher, puis lead user researcher chez Aigo, puis à Malte. C'est ça ? Tout à fait. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle devenait un goulet d'étranglement en servant d'unique user researcher pour 11 squads et qu'elle a ressenti le besoin de mettre en place une structure plus efficace. Notamment, elle s'est servie pour ça de son goût pour la transmission, puisqu'elle avait déjà travaillé sur la formation User Research qui est donnée chez Aigo. Et du coup, elle s'en est servie pour former d'autres personnes de son organisation à la User Research pour pouvoir suppléer. Voilà. Et c'est donc par le biais du coaching et de la transmission qu'elle est devenue, sans l'avoir choisi, Research Ops. Et comme ça marchait plutôt pas mal, elle est maintenant Ops, au-delà de son domaine initial, qui était la recherche. Tu es Design Ops. Ouais. Tout à fait. Donc, maintenant, on va passer à Mitch. Il paraît que personne ne l'appelle Michael. Donc, Michael Bayens. Bayens ? Oui, c'est bien ça. C'est un de nos plus gros sujets dans la préparation du podcast, Oui, c'était le prénom. Exactement. Je veux bien que tu fasses un écart sur ma formation, parce que moi, j'ai pas fait Harvard. Donc, Mitch, c'est un peu un incontournable, un insubmersible, un inoubliable. Enfin bon, j'ai essayé plein de bleus. Vous avez dû croiser son avatar dans la conf qui tue le game, dont il était l'un des organisateurs. À ses débuts, c'était pas si courant d'être designer numérique, surtout quand on venait de la réalisation audiovisuelle. On était alors dans la jungle et on se débrouillait pour faire ce qu'il y avait à faire avec les moyens du bord. Ça ne l'a pas empêché de travailler pour les plus grandes marques, de zioter du côté du planning stratégique, du creative tech, de l'écriture de scénarios, bref, de rester curieux. Et puis, il y a 10 ans, il est entré chez France Télévisions, où il designait un peu tout seul, où personne ne savait qu'attendre de lui. Il appelle ça le Far West, et il a adoré, et il a contribué à monter une équipe avec ses process, ses outils, ses rituels, à paver les routes du Far West. Et maintenant que sa mission est accomplie, il chevauche vers d'autres horizons, fait d'écriture scénaristique et probablement de nouvelles aventures incroyables. Personnellement, j'ai vu un coucher de soleil là avec le cheval, c'est incroyable. Merci à Rachel de nous avoir si bien présenté nos deux invités. Un petit dernier jingle pour la route et puis on va commencer à discuter ensemble.
Commençons par une première thématique qui n'est pas la moindre, qui est la vie du design ops en interne et comment on met en place justement le design ops, parce que c'est peut-être pas si spontané que ça. On va essayer de voir cela. Quand est-il nécessaire? Quand est-ce qu'on se rend compte que ça y est, il va falloir peut-être avoir recours au design ops parce qu'il y a des signaux qui montrent que c'est une étape nécessaire pour le bon fonctionnement justement de l'entité, Caroline? Alors, comme l'a dit Rachel en introduction, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez spontanée. D'abord en user research, donc cette dimension Ops. Effectivement, à ce moment-là, quand je suis arrivée, alors il n'y avait pas encore 11 squads. 11 squads, c'est aujourd'hui, mais quand je suis arrivée, il y avait déjà 6 ou 7 squads. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, en tant que seul user researcher, je vais pas être en mesure d'accompagner toutes ces squads. Il faut que je trouve une solution pour me cloner dans une certaine mesure. Donc par la formation, donc le coaching et la montée en compétences, et aussi par la mise en œuvre de process. En fait, un process qui soit toujours le même pour tous les projets de recherche, s'assurer que toutes les squads passent par les mêmes étapes à chaque fois et qu'on ait même un outil de documentation qui soit systématiquement le même dans Notion. Et donc, en ayant fait ça pour la partie research, ensuite, l'équipe produit grandissant, passant de 6 squads à 11 squads, et de nouvelles expertises voyant le jour, comme UX Writing, comme Localization, comme Design System. Pas forcément des expertises qui ont vu le jour, mais qui en fait aussi étaient là, mais ont travaillé un peu de manière isolée. On s'est rendu compte qu'il y a eu ce besoin d'appliquer un petit peu cette même logique de Ops. Donc, on est seul représentant de chacune de nos expertises et on a besoin justement de processer, outiller, faciliter ces expertises et par ailleurs, besoin de les mettre en coordination, de les faire se parler et de s'assurer qu'on avance ensemble dans la même direction. Et donc, du coup, on va dire que c'est venu au fur et à mesure de la montée en maturité de l'équipe produit. Donc à la fois le nombre de personnes dans l'équipe produit qui a augmenté, de nouvelles expertises qui sont arrivées, et du coup à ce moment-là on s'est dit ok on a besoin de coordonner tout ça pour que ça fonctionne au mieux, et puis pour qu'on avance de manière cohérente et systémique pour in fine délivrer la valeur qu'on doit délivrer en tant qu'équipe design et plus globalement en tant qu'équipe produit. Ce retour d'expérience, Mitch, tu trouves que ça fait écho aussi à ce que tu as pu vivre? Oui, je pense que c'est organique et mécanique la manière dont ça se met en place. C'est-à-dire, en fait, l'étiquette au départ, on nous la donne pas, on nous dit pas tiens, maintenant tu vas être design ops. Il se passe que il y a un moment où il est difficile de coordonner beaucoup de monde. On arrive à un niveau de masse critique où on connaît plus les prénoms de tout le monde, et aussi où on a du mal en fait à la fois assurer les rituels qui vont bien, avoir des pratiques qui sont communes. Et quand on a beaucoup d'équipes, donc dans le contexte que je peux raconter, moi c'était chez France Télévisions et on a beaucoup de produits, plus d'une dizaine de produits. Dans ce contexte-là, il est parfois pratique de pouvoir prendre des équipes et renforcer une autre équipe. Voilà. Si on n'a pas des processus de travail communs et des frameworks qui se ressemblent, il y a une période de réapprentissage dingue, et donc on est frileux à l'idée de déplacer les équipes. Donc on recrute à nouveau des équipes pour le besoin en question, quitte à ce qu'il y ait des gens qui soient peut-être moins dans l'action en ce moment. Donc c'est une nécessité, c'est-à-dire que ça vient, on le sent en fait, pour répondre à la question, hein, ça vient s'installer, on se dit là j'ai un problème de coordination globale, j'ai un problème d'outillage uniforme, j'ai un problème de rituel commun. Et la distribution, alors là tu parlais de squad, nous on est répartis dans des équipes produits qui sont diverses et variées, mais l'esprit de famille qui est commun à l'ensemble des équipes design, la nécessité en fait finalement d'avoir une vision qui est commune avec une stratégie d'équipe, si on veut la conserver, il faut un orchestrateur, un organisateur de tout ça. Et le manager, c'est pas nécessairement son rôle. En tout cas, il n'a pas le temps nécessaire, notamment il fait beaucoup d'intermédiation avec les autres directions. Donc la naissance de ce rôle, il arrive un petit peu naturellement dès que les équipes grandissent.
Est-ce qu'on peut parler justement de lassitude, de problèmes rencontrés qui fait que on se relève les manches et en fait on va le faire. S'il fallait citer ces problèmes, c'est quoi? Intéressant le signal, on va peut-être le retenir, le fait de ne plus connaître les prénoms de tout le monde, déjà ça montre qu'il y a une certaine taille et qu'en effet il y a d'autres choses qu'il va falloir mettre en place. Mais quels sont ces problèmes du coup qu'on rencontre et qui poussent à l'action? Par exemple, pour moi, à ce moment-là, quand j'étais user researcher, ce qui était difficile, donc en tant que position transverse, c'était quand je travaillais avec différentes squads, de me rendre compte qu'il y avait des cultures ou des frameworks différents pour le design ou pour en fait le process dans l'équipe produit, et donc la difficulté finalement de collaborer de manière simple avec différentes squads en parallèle. Donc là, on se dit ok, on a besoin de créer quelque chose d'uniforme, un framework commun qui soit utilisé par l'ensemble des squads. Il y a aussi, je pense, la frustration des équipes côté design, côté product. Donc les personnes aussi qui interagissent avec le design et parfois l'impression de devoir recommencer ou de se poser les mêmes questions et que l'organisation finalement n'a pas appris sur les façons de faire, les façons d'avancer dans les projets ou même sur la partie user research. On se dit, ces questions, on se les a déjà posées et on n'a pas documenté ça quelque part. Donc, voilà, un peu la frustration de cette répétition. Je réfléchis en même temps et je te laisse rebondir si tu en vois d'autres. Pour aller dans le sens, un indicateur clé, c'est le turnover. Quand on commence à avoir... on avait des équipes avec un vrai esprit, comme je disais tout à l'heure, de famille, des gens qui restent le plus longtemps possible dans leur mission, qu'ils soient internes ou que ce soit des prestataires. On sent que les gens, ils veulent aller au bout de l'aventure. Puis d'un seul coup, il y a un peu plus de turnover. Alors il y a des difficultés dans le produit, il y a toujours des raisons, mais même dans des situations de difficulté, quand on a une vraie cohésion d'équipe, on se serre les coudes, on s'entraide. Et ça aussi, c'est un indicateur qui montre bien qu'il va falloir quelqu'un pour coordonner toutes ces équipes. C'est quand on commence à sentir que tout ça fuit. Et puis, moi, je rajouterais un élément, c'est qu'on est pris dans un paradoxe, c'est qu'on dit aux équipes, écoutez les utilisateurs finaux, tournez-vous vers eux, et nous, on le fait pas. Donc, puisqu'en fait, on est dans une démarche orientée produit, et dans une démarche de culture design, et orientée utilisateur, il y a un moment où on se met dans la même situation, on se dit, là, les gens, ils souffrent, il y a un tout petit problème, et donc on se met exactement dans la même démarche, mais cette fois, notre utilisateur n'est plus l'utilisateur final qui utilise le produit, c'est notre utilisateur interne. Avec du recul, vous vous dites, pour aller dans cette démarche-là de design ops, il faut quand même des choses réfléchies, posées, des alliés en interne, enfin, se mettre un petit plan en tête, même si on est seul à mener ce projet dans un premier temps, ou est-ce que ça peut être des choses de se dire, non, comme j'entends un peu depuis le départ, c'est naturel, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure, c'est juste qu'il faut penser à les théoriser et à les partager ensuite. Je dirais que c'est naturel peut-être parce qu'on a cette approche de designer et donc du coup on est dans l'observation de notre organisation, l'observation de nos utilisateurs en interne et donc assez naturellement on va identifier des pain points et donc on va se dire ok ce truc-là il commence à devenir critique et donc du coup c'est le moment pour moi d'imaginer une solution pour le résoudre et in fine fluidifier l'organisation et donc améliorer la satisfaction de ces utilisateurs internes qui finalement sont nos collègues. J'ajoute à ça il se trouve que souvent, ceux qui font cette mission, c'est des gens qui sont très proactifs au service de la facilitation et du collectif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas... Sylvie Daumal, elle a partagé dans le cadre des UX Days un constat qui est « n'attends pas qu'on te donne le mandat ». C'est exactement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'étiquette, elle est sans doute arrivée après qu'on fasse les actions. Et ça, c'est parce qu'en fait, on care. on se préoccupe, en fait, des autres qui vont pas bien et qui se tournent peut-être naturellement vers ceux qui ont déjà envisagé des solutions à l'échelle de leur équipe. Et donc, ça se fait à nouveau de manière un peu organique et naturelle. Au service du bien commun, en quelque sorte, de se dire j'agis pour la cause, ou en tout cas pour que l'organisation se porte mieux et que ça donne envie à tout le monde de continuer d'être sur le bateau. Quand tu as contribué à faire grossir cette équipe, sentir qu'il y a une régression, parce que c'est vraiment, il y a des situations dans lesquelles tu vois vraiment des régressions, qu'elles soient culturelles, parce qu'il y a des départs et
toute documentation ne peut pas remplacer le fait qu'il y a des êtres humains qui tiennent quelque chose. Ça tient à leur mentalité, ça tient à leur au process que eux mettent en place, qui sont pas, et on peut pas les écrire. C'est ces gens-là qui font la magie de l'engouement collectif, qui ont le réflexe de dire bah tiens viens déjeuner. Bon, que sais-je. Cette dimension humaine, elle est structurelle, et donc du coup il faut essayer de l'animer, de la conserver et de se donner les moyens. Et en la normalisant, c'est-à-dire en relevant ce qui marche bien dans une équipe et en se disant, effectivement, pour reprendre ton introduction, la prise de recul un petit peu, de se dire, OK, je vais le documenter, je vais expliciter en fait que c'est comme ça que ça marche. Comme ça, si d'aventure les équipes venaient à changer ou si d'autres équipes ne reproduisent pas en fait ces processus de travail ou n'utilisent pas ces outils, en fait, on va le partager au plus grand nombre, on va expliquer pourquoi, quels sont les bénéfices. Alors, chaque structure a évidemment des tailles différentes et je pense que ça peut créer aussi une curiosité pour vous qui nous écoutez de se dire à partir de quelle taille ça devient intéressant de le faire. Est-ce que on entend parler là de 6 puis 11 équipes, on entend parler de grandes structures comme France Télévisions, on imagine quand même qu'il y a un certain nombre de collaborateurs. Ma question c'est est-ce que pour une PME de 20 salariés, ça vaut le coup en quelque sorte de se relever les manches? Bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de nombre magique. Et comme on l'a dit plus tôt, ça dépend en fait, à partir du moment où on voit émerger ces pain points et où on se dit que, il y a une personne qui doit le faire. Alors, une personne qui va peut-être le faire naturellement. Et si c'est pas le cas, identifier une personne qui sera en mesure de le faire, peut-être en parallèle de son poste, ou alors, répartir les différentes actions qui sont nécessaires sur les différents postes. Ça veut pas dire nécessairement avoir un profil dédié DesignOps qui le fait à ce moment-là, si l'organisation ne peut pas se le permettre. Mais en revanche, peut-être cette nécessité quand même d'adresser ces points et les résoudre pour améliorer la collaboration, limiter la frustration des membres de l'équipe et du coup faire que cette organisation fonctionne en tant qu'équipe design, en tant qu'équipe produit plus globale. On peut peut-être même faire le parallèle un peu avec ce qui s'est passé à un moment donné dans l'environnement tech engineering, le Scrum Master qui popait à gauche à droite. Et puis, il y a un moment où il faut légitimer ce rôle. Il faut que ce soit quelqu'un non seulement en fait qui initie des choses, mais à qui on donne, je dirais entre guillemets, la casquette, l'étiquette, le mandat de faire ces actions. Parce que quand on entreprend ce genre d'action, on est un peu attendu au tournant. C'est-à-dire quand ça marche bien, c'est chouette. On est un peu un super-héros. mais il y a aussi des situations où en fait, il y a des équipes pour qui ça marchait bien dans leur process de travail jusqu'à maintenant. On arrive avec une petite révolution en disant ouais, mais là-bas, ça travaille comme ça, c'est plus efficace, c'est plus adapté. Donc, il y a une espèce de résistance qui est naturelle. Attends, pourquoi on va changer? Alors que nous, ça marchait très bien. Bon, du coup, on est quand même... c'est pas mal d'avoir le soutien, le mandat d'équipe de haut vol ou du head of design ou que sais-je, de l'équipe produit pour travailler. Légitimé. Ouais, Rachel? Non, je me demandais si, du coup, là, tu parles de changement et de faire changer les habitudes, les process, les façons de faire. Est-ce que, du coup, vous faites accompagner par des spécialistes, par exemple, de l'accompagnement du changement, est-ce que vous avez besoin de personnes extérieures ou est-ce que vous faites appel à d'autres personnes dans ces fonctions de DesignOps? Alors, chez Malte, c'est pas le cas. Et finalement, je pense, comme je le disais plus tôt, dans la mesure où on adopte un process design, où on va d'abord écouter nos utilisateurs, on va d'abord tester avec une première équipe la solution qu'on veut mettre en place, collecter leur feedback, itérer avant de finalement déployer au reste de l'organisation. On s'assure de limiter justement les problèmes liés au déploiement et de favoriser au maximum l'adoption de ces nouveaux process, de ces nouveaux usages. Et après, c'est une écoute permanente. Et c'est aussi quand le nouveau process, le nouvel outil est live, continuer à être dans l'écoute de nos utilisateurs, continuer à collecter du feedback pour mesurer le fait que cette solution soit un succès, et si c'est pas le cas, itérer finalement comme on le fait sur nos produits. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Assez rapidement, il y a le nom de manager qui est apparu dans vos réponses. Évidemment, on peut pas s'empêcher de penser spontanément que le manager serait peut-être la personne
la plus efficace, je sais pas, mais en tout cas spontanément on pense au manager pour tenir ce rôle de design ops. Alors pourquoi justement en général le design ops n'est pas assumé par le manager? C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une étape liée au volume des équipes. Quand on assume un poste de manager, on doit faire des one-on-one avec chacun des individus, on doit représenter l'équipe à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des autres métiers pour assumer souvent les coûts. Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc Toute ce temps, cette bande passante empêche en fait de rentrer dans le détail des rituels, dans les réflexions, les audits autour de l'outillage. On a une semaine, c'est incompressible. Donc il y a un moment où en fait c'est un petit peu l'adjoint de service au profit du manager. Et puis le manager a une relation de suivi des équipes dans leur évolution de carrière. Ce qui est moins l'ops est plutôt, je dirais qu'il y en a un qui regarde vers l'avant et il y en a un qui regarde dans le temps présent. L'ops travaille sur le temps présent. Il trouve les moyens, en fait, d'enlever les soucis, de coordonner, de s'assurer que tout le monde va bien. On fait des formulaires d'état de santé des équipes, des tas de choses qui pourraient être assimilées, par exemple, à une dimension RH ou à une dimension manager. En réalité, c'est des métiers qui existent effectivement dans l'entreprise. Mais le rôle, il finit par se dessiner par nécessité de coordonner tout ça uniformément, c'est-à-dire à la fois se poser la question de la santé des équipes et de leur manière de les recoordonner, de les redéplacer, etc. D'être la voix de ces publics, d'être aussi celui qui s'occupe de l'outillage. En fait, c'est peut-être parce que tout ça est un tout et qu'il est difficile en fait de prendre des petites choses séparément pour créer de la cohérence autour d'une grande équipe. Si je dis que du coup, le manager, c'est plutôt sur le côté humain, ça veut dire, comme tu disais, le one-to-one, ce côté, je te dessine aussi une carrière, je t'accompagne, j'entends tes soucis ou autres, et que le design ops est plus sur le process métier qui peut-être s'intéresse pas forcément à qui exactement est sur le poste, mais le type de poste que c'est, et que d'ailleurs, si c'est une autre personne, justement, les process vont survivre au fait qu'on change de personne. Est-ce que je grossis le trait? Est-ce que c'est pas exactement ça? Oui, non? Alors, je pense que ça dépend des organisations parce que, par exemple, chez Malte, on a changé d'organisation à partir du moment où je pense qu'on était au-delà de 10 personnes dans l'équipe design, peut-être un petit peu plus, et où du coup, on a ressenti le besoin de la fois avoir deux design leads pour chacune des tribes, une client, une côté freelance, et ensuite, moi, en tant que design lead sur cette partie ops. Donc finalement, je suis en management de toutes ces fonctions transverses que sont user research, UX writing, localization et design system. Donc je pense que ça dépend un petit peu des organisations. Et Tristan, VP Design, lui, son rôle, ça va être effectivement ce que tu décrivais plus tôt sur communiquer beaucoup avec le reste de l'organisation et aussi s'appuyer sur ces personnes-là, les leads, nous, pour avoir du management plus direct avec l'ensemble des designers. Donc c'est aussi une nécessité, je pense que ça a été une nécessité de se rapprocher en one-to-one de chacun des designers et s'assurer que chaque designer était accompagné de près par une personne lead design, d'un niveau design lead dans l'organisation. Il y avait référence tout à l'heure au sujet de la santé, de faire des petites fiches de santé, savoir comment ça évolue. En quelque sorte, comment le design ops contribue à l'amélioration de la santé de l'équipe, à anticiper d'ailleurs même plutôt que plutôt le côté curatif, le côté préventif de la bonne santé des équipes. C'est intéressant que tu parles de prévention parce que c'est exactement la démarche. C'est-à-dire, plutôt que quand on a beaucoup d'équipes réparties dans plein de produits différents, il y a un moment où, en fait, si on ne prend pas les problèmes en amont, on passe ses journées à régler des problèmes. Et du coup, c'est très chronophage. Et tout ce qu'on a envisagé de faire de mieux pour coordonner tout le monde, pour répondre aux besoins des équipes, etc., en fait, ça passe toujours à la fin. Parce qu'en fait, on gère l'urgent et pas l'important. Ce côté préventif, c'est vraiment ça la mission de l'Ops. Hein. C'est en ça que ça le diffère un petit peu du manager qui lui vraiment à nouveau est un peu à destination du monde extérieur. Et là, on est plutôt dans le monde intérieur. Comment je coordonne tout ce petit monde.
On va terminer cette partie-là peut-être en regardant aussi votre légitimité de votre rôle, parce que j'ai compris que c'est venu spontanément, que vous avez pris cette place parce qu'elle était à prendre et que du coup vous avez pu mettre les choses en œuvre. Et en même temps, c'est aussi le danger que, vu qu'à aucun moment on a dit noir sur blanc que vous aviez ce rôle-là, qu'on dise mais qui es-tu pour me dire qu'on va faire comme cela maintenant. Comment vous avez réussi à vous légitimer? Alors, il y a eu quand même, au bout d'un moment, une communication. Donc, à partir du moment où on s'est dit, OK, là, il y a vraiment besoin de switcher l'essentiel des efforts sur cette position, où du coup, il y a une communication qui est faite au sein de l'équipe pour clarifier justement cette nouvelle position. Mais sinon, auparavant, comment ça se passe? Pour moi, ça a été fait de manière très naturelle, en fait, mais l'animation de rituels, donc à la base autour de la user research, puis ensuite participer à la mise en place de ce framework dans l'équipe produit, donc le framework focused de Discovery Discipline. Et donc, c'était quasiment tous les vendredis ou un vendredi sur deux, pareil, animer un rituel autour de, on a mis en place ce framework, on montre les bons exemples de mise en place au sein de l'organisation. Donc, on identifie les designers qui ont réussi vraiment à mettre en place, à appliquer ce framework. Ça va être aussi le moment où on va du coup collecter les besoins d'itération complémentaires. Donc je pense qu'il y a une part de visibilité, en fait, être visible, animer l'organisation. Donc créer ces rituels, ces moments de rencontre qui permettent finalement de collecter le feedback, de comprendre les éventuels points de frustration, les pistes d'amélioration qui sont nécessaires pour améliorer l'organisation. Donc, je pense que ça passe beaucoup par communication, visibilité et animation de l'équipe. C'est le terme qu'on retrouve sur ton LinkedIn, Mitch, l'évangéliste. C'est l'évangélisation, en fait, ce qu'on entend là. Ouais. Moi, je voudrais rajouter que il y a aussi une attitude de l'équipe d'encadrement, nous, qui a été très positive. C'est-à-dire, on nous a laissé tester des choses et on avait le droit d'échouer. Ce qui est souvent très compliqué dans des grandes entreprises. L'échec, c'est souvent très mal vu, alors que je vous invite à faire des échecs les uns les autres. Du coup, nous, on nous a vraiment autorisé. Quand je dis nous, en fait, c'était conjointement, sans en avoir l'étiquette une fois encore, côté produit comme côté design, on travaillait bien main dans la main. Et finalement, on a donné naissance en fait à la fois un rôle de Product Ops et à la fois un rôle de Design Ops, en cherchant en fait à coordonner tout ça de manière assez naturelle. Aujourd'hui encore, le lien entre Product Ops et Design Ops chez France Télévisions est très ténu et lié, notamment parce qu'en fait, il y a des tas de situations dans lesquelles, que ça concerne l'outillage, les méthodes, etc., on se marche un peu sur les pieds si on se coordonne pas. Donc, on a vraiment envisagé le truc sous un angle. Je donne énormément de transparence et de visibilité sur les actions que j'entreprends de faire et où est-ce qu'on peut travailler ensemble. On parlait du formulaire d'état de santé des équipes. C'est vraiment un truc qui est fait conjointement. C'est-à-dire qu'indistinctement, les PM, PO et les designers, en fait, répondent au même questionnaire. On est en capacité de segmenter. Évidemment, c'est non nominatif. Mais par contre, ça nous permet d'avoir des informations. Pour mieux répondre à la question de tout à l'heure, un Ops, il n'a pas les mains sur le management et donc sur les actions qui vont devoir être entreprises pour les équipes. En revanche, il peut faire savoir qu'il y a une douleur en ce moment ou un insight majeur qui se dégage. Les UX en ce moment, ils souffrent beaucoup. Il y a un sujet sur la research. Là, on est énormément en delivery. Les UI, ils souffrent. Ils demandent tous des vacances depuis très longtemps. On leur a pas donné, que sais-je. Et ça, cette remontée vis-à-vis des managers, c'est très différent que quand on est dans un one-one et qu'on n'ose pas nécessairement le dire à la personne qui est au-dessus de nous. Donc, il y a un côté médiateur, intermédiaire, qui parle au nom d'une foule et non plus au nom d'un individu. Et c'est plus facile, en fait, de faire entendre peut-être qu'il faut prendre des actions. Une sorte de Robin des Bois qui redistribue le pouvoir. Peut-être qu'on va terminer là cette première partie. Je pense qu'on a fait un joli tour là, de quand même en interne comment ça naît et comment ça s'entretient ce design ops. Un petit jingle.
Toute cette organisation au sein de l'entreprise, au final, de ce que j'entends, c'est que c'est un produit comme un autre. Vous avez tout un bagage méthodologique pour gérer ce produit en tant que designer. Et donc, en quelque sorte, on va retrouver des repères pour gérer l'organisation. Mais alors, du coup, justement, quelle méthode, quelle approche vous utilisez pour coordonner, pour gérer l'organisation comme un produit ? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais rentrer plus en détail là-dessus. Et comme on l'a dit en introduction, ma formation initiale, c'est la user research. Donc, c'est très naturel pour moi d'être dans l'observation permanente de l'équipe et de l'interaction entre les designers et les autres équipes, que ce soit en direct ou en fait aussi beaucoup via Slack. Dans les Notion, on peut se rendre compte de signaux faibles en fait qu'on va chercher à identifier, à comprendre la douleur justement vis-à-vis de ces différents signaux faibles. Donc finalement être en mesure de prioriser ces pain points pour ensuite les adresser. Et les adresser, en fait souvent ça va passer par générer une solution. Donc soit moi directement itérer sur un template dans Notion, ou alors parfois co-construire avec les designers, les PM et même parfois plus largement PMM, data analyst, des outils qui permettent vraiment de résoudre ce pain et donc de simplifier. Donc comme je le disais, après on va tester d'abord avec une première équipe, une première squad, être dans l'écoute, observer, itérer, déployer, et être dans cette écoute perpétuelle. Et ce qu'on utilise même chez Malt, c'est du coup le même framework finalement que l'équipe produit. Donc comme je le disais plus tôt, c'est Focus de Discovery Discipline. En gros, c'est finalement 7 doubles diamants. Un premier qui est Frame, où on va définir la success metrics qu'on cherche à atteindre. Un second qui est Observe, où là le but c'est d'identifier le vrai problème à résoudre. Ensuite Claim, où le but c'est de formaliser sa solution en une phrase et les bénéfices pour nos utilisateurs. Ensuite Unfold, où le but c'est d'identifier les touchpoints, donc où est-ce qu'on doit placer cette solution. Alors d'habitude on le pense pour le produit, quels sont les points d'entrée vers cette feature par exemple dans le produit. Cette fois-ci pour moi ça va être finalement dans mon organisation quels sont les points d'entrée pour ce nouveau process, ou quels sont les points d'entrée pour cet outil, et comment est-ce que j'imagine autour de ce nouveau process, autour de ce nouvel outil, tout l'accompagnement nécessaire, donc par exemple la formation, le training, la documentation, qui vont faire que in fine ça va prendre et ça va être utilisé. Donc ça c'est Unfold. Ensuite Still, c'est finalement faire un benchmark et se dire on n'est probablement pas les seuls à avoir ce problème. Et donc on va aller regarder ce qui se passe ailleurs dans d'autres organisations. On va observer par exemple le User Research Repository qui a été mis en place chez France Télé. Mais donc voilà, on va chercher un petit peu sur Internet, on va voir les process, les outils, les frameworks, on va les piquer, on va les twister, les adapter à notre organisation. Juste un petit mot là-dessus. Il y a de l'entraide justement entre designers de différentes structures où vous filez des tips? Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges régulièrement sur LinkedIn. Je peux recevoir des messages de personnes qui me disent est-ce qu'on peut se faire un petit appel pour parler de ce truc-là? Est-ce que tu peux me montrer ça? Ou on s'envoie des liens. Ou après, toutes les conférences qui me permettent d'écouter les témoignages d'autres designers et puis aussi d'échanger ensuite avec les personnes et se partager les best practices. Donc ça c'est intéressant vraiment de voir ce qui est fait ailleurs et puis toujours en revanche de l'adapter à son organisation. C'est vraiment difficile de se dire, de prendre quelque chose qui est fait ailleurs et se dire ça va marcher pour mon organisation, probablement que ça échouera dans ce cas-là. Et donc ensuite, avant-dernière étape, c'est execute. Donc là c'est le moment où vraiment on a appris tout ça et là on crée quelque chose. Donc on crée ce process, on met en place cet outil, on l'adapte à l'organisation. Et enfin decide, c'est la phase de test et là on va valider, invalider les hypothèses qu'on a listées et qu'on a considérées comme essentielles pour le succès de cette solution. Et à ce moment-là on décide si on va en go no go, donc si on déploie à l'ensemble de l'organisation ou si on a besoin de faire une boucle itérative encore, adapter un petit peu plus la solution avant de plus largement déployer. Mitch, comment tu accueilles cette base méthodologique ?
C'est à peu près, on a suivi à peu près les mêmes processus. Tu l'avais dit quand on avait préparé cet événement, et ça m'avait beaucoup marqué, notamment parce que ton parcours vient de la user research. Tu disais finalement, en fait, à la différence des designers qui sont spécialisés, nous, on est, quand on est design ops, au fond, en charge depuis la discovery jusqu'au delivery. C'est-à-dire, on a vraiment une responsabilité globale. Tu veux en rajouter là-dessus ou... Effectivement, je pense que c'est aussi une chance de pouvoir à la fois faire la discovery et la delivery et de le faire très rapidement et de voir aussi rapidement l'impact qu'on a sur nos utilisateurs. C'est presque instantané, alors que sur le produit, parfois, on doit attendre un petit peu plus avant de pouvoir observer ça. Donc ça, c'est quelque chose de très gratifiant. Et effectivement, par moment, j'ai l'impression d'avoir un peu différentes casquettes. Typiquement, en ce moment, chez Malte, on est en train de définir les roadmaps des 4 expertises, donc User Research, UX Writing, Localization et Design System. Et donc finalement, c'est un peu un rôle de PM que de définir sa roadmap et de la présenter à l'organisation. Donc c'est être en mesure de jongler avec ces différentes casquettes et aussi aimer ça et être à l'aise avec ça. Après, faut pas imaginer qu'on n'a pas d'ennui, hein. C'est-à-dire que on n'est pas dépendant du delivery et de la technique, mais par exemple, quand on essaye d'avoir un nouvel outil qui semble-t-il pourrait résoudre des tas de problèmes, il y a t'inquiète, il y a toujours des gens pour te dire ah ben non, surtout pas, on va rester sur Jira et Confluence et c'est très bien comme ça. Vas-y, Rachel. Non, juste parce que Caroline a évoqué rapidement la co-conception à un moment dans ce processus. Est-ce que tu trouves des gens dans l'organisation pour discuter volontiers, tu vois, d'accorder du temps et des efforts à ces questions-là? Chez Malte, beaucoup. Et c'est une chance, ouais. Je pense que c'est aussi simple, entre guillemets, dans la mesure où les designers, même les PM, sont hyper preneuses de tester de nouvelles choses. Et parfois, c'est même eux qui vont me pousser des trucs en me disant « Ah, regarde, j'ai vu ça, et si on testait chez nous ?» Et donc, du coup, trop cool. Ok, c'est parti, on teste ensemble et je t'aide à mettre ça en place. Et puis, on apprend et on fait un Rex pour un retour d'expérience pour l'organisation. Donc, j'ai cette chance-là chez Malte. Après, je sais pas si c'est... Je crois que c'est partout pareil, parce que comme ça résout des problèmes auxquels on est confronté quotidiennement, il y a beaucoup de gens proactifs. Je mettrais un médian dans tout ça, c'est que l'exercice qui est difficile, c'est d'être aussi garant de la discipline. Et donc, il y a des situations dans lesquelles tout le monde a plein d'idées et a plein d'envies. Sauf qu'il y a un truc qui est en train d'être mis en place à cet endroit-là, on vérifie que ça fonctionne à peu près, laisse-nous le temps. Oui, mais moi je suis frustré, j'ai plein d'idées, j'ai vu qu'il se passait ça. Donc, des fois, on est un peu là pour dire freine tes ardeurs, on fait un test et peut-être que ce sera porteur, peut-être qu'on va envisager une autre solution ensemble. Attends-nous. Et souvent, chaque produit a ses spécificités culturelles, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, mais nous. Alors ça, c'est voilà, moi je suis un batailleur des oui, mais nous. Il y a toujours une raison de faire un truc un petit peu différent. Donc on n'arrive pas toujours qu'avec des bonnes nouvelles. On arrive aussi pour dire bon, écoute, il y a une norme qui est en train de se mettre en place, ça fait 2 produits qui sont dessus. Idéalement, essayez de travailler de la même manière et je vais engager vos équipes sur cet exercice. Tu disais, Caroline, qu'il y avait des choses qui étaient quand même très agréables et qui étaient notamment de pouvoir voir l'effet, l'impact assez rapidement. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner justement d'améliorations concrètes que vous avez pu observer? Ouais, je pense que le premier truc qui me vient en tête, là, c'est le fait qu'on ait mis en place un repository de PRD. Alors, je vais donner une définition. Let's go. PRD, c'est Product Requirement Document, qui en fait, finalement, chez Malte, c'est le document qui va suivre toute la vie d'une initiative. Donc, à partir du moment où, du coup, la première étape, on définit ce frame, le success métrique à atteindre, jusqu'à la dernière étape où on se dit, OK, go, no go. Donc ça, c'est une petite précision, que pour la delivery. Puis ensuite, il y a une dernière étape qui est comment est-ce qu'on fait le rollout pour la delivery. Et donc, auparavant, il y avait ces documents, mais ils existaient dans chaque espace Notion de chaque squad. Ce qui fait que c'était dur de savoir ce sur quoi travaillait chaque squad, particulièrement pour les fonctions transverses, mais aussi le management, et puis aussi les squads en dépendance. Et parfois, c'était même des templates qui étaient différents et qui passaient pas toujours par les mêmes étapes. Et donc, le fait d'avoir mis en place ce framework commun et puis de l'avoir
rendu concret, palpable dans ce repository où maintenant, il y a toutes les initiatives sur lesquelles travaillent toutes les squads de Malte. Donc, ça permet de voir tous les projets en cours. Et grâce à une vue Kanban, on peut savoir à quelle étape est chacune des initiatives. Et donc, du coup, par exemple, pour mon équipe de DesignOps, on peut savoir, pour chacune des 4 expertises que j'ai citées plus tôt, on peut voir arriver les sujets. Et donc, savoir que il y a cette initiative qui est dans l'étape frame. Donc, ça veut dire que elle va très rapidement arriver chez moi dans l'étape observe en user research, puis claim pour PMM et UX writing. Pareil pour design system, pareil pour localization. Et donc, finalement, chez Malte, ce framework et du coup, ce template, ce PRD repository devient vraiment le squelette de l'équipe produit auquel tous les process peuvent venir se plugger dans le but finalement de créer quelque chose le plus, on va dire, sans couture possible, avec le moins de friction possible pour toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe produit. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une avancée qui a été importante aussi pour donner de la visibilité, pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe design et produit plus globalement. Avant que Mitch nous révèle aussi peut-être des beaux succès comme ça chez France Télévisions par exemple, est-ce que après il y a une reconnaissance? Ça veut dire, on sait quand il y a un souci, des fois montrer du doigt, c'est de sa faute, nanana. On voit la personne qui prend les choses en main, bon, on est ok, on va l'aider. Est-ce qu'à la fin, on réalise quand même que tout ça, c'est grâce DesignOps? Ouais, bonne question. Je pense que, alors il y a un petit peu ce qu'on a pu évoquer plus tôt. Donc à la fois, il y a les personnes qui ont bien sûr envie de participer à l'amélioration. Là, je pense que ça a été un changement assez important, structurel, qui par ailleurs est arrivé au moment où on avait un gros projet de merge de fusion de 2 produits, donc beaucoup de travail et des deadlines assez short dans l'équipe produit. Donc en gros, c'était en même temps donc que ce projet structurant, du coup adopter un nouveau process qui était là pour le coup quand même assez important et qui dans un premier temps, il y a toujours un peu une forme de rejet parfois, surtout quand c'est vraiment assez gros et surtout quand on n'a pas encore eu le temps d'itérer. Donc dans un premier temps, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup de travail, que ça peut apporter plus de travail pour les designers, les PM, mais qui est nécessaire finalement pour clarifier et pour travailler en tant qu'équipe produit au global. Donc à court terme, pas nécessairement, mais maintenant en tout cas, toutes les équipes l'utilisent et c'est utile pour pinguer les différentes squads en dépendance, pour savoir où en sont les différents projets. Donc, in fine, oui. Ouais, Mitch, toi, tu fais un appel à envoyer des roses quand même à un moment donné. Tu leur dis, oh les gars. Non, mais il faut pas le faire pour être gratifié, parce que en effet, quand ça marche, les gens, et c'est très français d'ailleurs, on a tendance à oublier que ça marche. C'est plus quand ça marche pas, on se dit, j'ai trouvé là, c'est lui le responsable. Bon. Moi, je voudrais, en fait, je partage complètement. On a des expériences très très proches sans se concerter. Enfin, on s'est un peu concerté avant, mais en vrai, pas sur ce sujet-là. Je voudrais revenir, moi, sur le côté boule de neige du bénéfice. C'est-à-dire que on travaille... En fait, pourquoi ça nous arrive à nous? Parce que les équipes produits, les équipes design, en fait, elles sont plus modernes, je dirais. Elles sont en train de faire leur évolution. Et donc, on se donne les moyens, en fait, de mettre en place des choses, etc. Il y a un effet boule de neige assez fort sur la question du PRD. Donc, justement, ce document qui suit le chantier du début à la fin, et dans lequel en fait on peut très facilement retrouver il est où le fichier Figma là, bon là en fait c'est collé dedans, hein, comme ça on a le lien une fois pour tous. Je dis bien une fois pour tous, pas une fois pour toutes, parce que les stakeholders qui d'habitude passent leur temps on leur a dit c'est là, tu vas dans le Confluence, ils passent leur temps en fait dans Slack à demander au PM mais au fait le truc là je le retrouve pas, etc. Quand on a un document de suivi de chantier comme ça, ce qui se passe, c'est que dès l'amont, étant donné qu'on a expliqué le pourquoi du comment, pourquoi cette initiative, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre, etc., en fait, ça fait aussi un énorme office d'outils de pédagogie. Souvent, en fait, pour notre métier de stakeholders, on se dit, je comprends pas, le marketing, ça passe jamais notre affaire là, tu vois.
Bon, là au moins on a une visibilité très claire sur ce qui a été priorisé, pourquoi on le traite pas, quels ont été les enjeux, qu'est-ce qui s'est passé, parce que on a aussi une historisation dans un PRD. On peut dire, ouais, alors finalement on avait dit qu'on allait faire tout ça. Ouais, on va faire ça et c'est pas mal déjà parce que il y a des problèmes techniques, etc. Donc ça, pour moi, il y a cet exercice-là qui est très intéressant d'effet boule de neige. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement la dimension pédagogie qu'il faut faire aussi pour réexpliquer notre démarche, etc. On est souvent très promoteur de nos propres actions. On doit expliquer comme si on vendait un produit. Bon, alors là, on va mettre en place ce truc-là et vous allez voir, c'est génial. Et voilà les bénéfices, etc. Si je dois partager, moi, un énorme succès positif, parce qu'il y a des choses qui étaient moins des succès, c'est la dimension Atomic Research qui a été installée chez France Télévisions. Alors, c'était pas difficile, puisqu'en fait, on avait, entre guillemets, rien pour synthétiser l'exhaustivité de la connaissance utilisateur. Il faut indistinctement traiter ce qui sont les retours des stores, ce qui sont les tests utilisateurs, ce qui vient des équipes data, etc. Et on a mis en place un outil de synthétisation sous format atomique, hein, donc avec des héritages, qui nous permettent en fait d'avoir des insights qui sont nourris d'un certain nombre d'expérimentations, que ce soit des tests utilisateurs, des analyses quali, quanti, que sais-je. Le gros bénéfice, c'est qu'il y avait une défiance dans les expertises, et notamment on a souvent des gens du produit qui pick and choose un petit peu. Alors on a des UX researchers de leur côté, ils ont l'air très intelligents mais on comprend pas trop ce qu'ils font, et ensuite ils ont fait des slides et je dis moi la ligne 2 elle est pas mal, moi, ça me plaît bien, on voulait faire ça, et donc ça c'est pas bon parce qu'en fait il y a d'un côté des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont travaillé, qu'ils ont essayé d'expliquer la valeur de leur travail, et de l'autre côté on a des gens qui ont un peu de défiance par rapport à d'où ça vient tout ça. Quand on met en place un repository de connaissances utilisateurs et que la priorisation se fait à la sortie, c'est-à-dire il n'y a pas de pick and choose en fait, hein, on le fait sur la base du RISE, donc du Rich Impact Confiance, on le fait directement dans l'outil. Il y a une fois où le PM dit ok, mais alors elle vient d'où cette source, et donc il refait le chemin en arrière. Et puis après, il y a une confiance qui s'installe définitive, où il n'y a plus d'un côté une équipe et de l'autre une équipe qui choisit, mais tout le monde qui travaille communément. Je dis ça parce que, encore une fois, pour illustrer le côté effet boule de neige, il y a des tas de problèmes qu'on se dit dans notre backlog. Bon, alors il y a un moment où en fait il y a une mésentente dans ces équipes-là, et des fois, en traitant l'outil qui va résoudre le problème A, en fait, on va résoudre les problèmes B et C. Là, c'est intéressant parce qu'on a réussi à poser la base quand même de se dire que, en effet, on peut traiter l'organisation comme un produit. On voit qu'on arrive à des résultats avec des méthodes qui sont rien de neuf en quelque sorte. C'est juste qu'on les applique et qu'on va au bout du processus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on attaque une nouvelle partie où là, on aille voir peut-être à comment tout cela tient dans le temps. Comment on peut faire en sorte que votre travail, ce qui a été construit, vous survive. Évidemment, je parle après votre décès, hein, qu'on fasse une statue et qu'on fasse une prière encore tous les matins en pensant à vous. Revenons sérieusement à cela. Comment vous allez réussir déjà à convaincre peut-être toutes les parties prenantes de vous laisser gérer l'organisation. Ça veut dire comment vous allez réussir à démontrer rapidement que vous avez mis en place des projets qui fonctionnent et que peut-être maintenant il faut les garder et il faut en prendre soin. Je pense que ça passe par le fait dans un premier temps, d'avoir des résultats qui soient visibles et sur lesquels on communique. Donc comme on l'a dit, in fine, ça se passe de manière naturelle au début. Et donc, pour autant, même si ça se passe de manière naturelle, quand on met en place ces nouvelles choses, de communiquer, ne serait-ce que pour l'adoption, mais ensuite communiquer sur les résultats et essayer, quand c'est possible, de mesurer l'impact. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait dans l'équipe Design Ops de Malte, c'est qu'on envoie des surveys tous les quarters pour collecter le feedback de nos parties prenantes. Ou alors des entretiens, peut-être pas dans toutes les disciplines, mais en tout cas, soit survey, soit entretien aussi pour collecter ces feedbacks et donc être en mesure de mesurer cet impact. Donc par exemple, je sais que c'est quelque chose qui est sorti lors d'une PM rétro, enfin la rétro des PM en fin d'année dernière, et que ça a été quelque chose qui a été mentionné sur le fait que c'était vraiment un plus qui permettait d'améliorer le travail des PM à ce moment-là.
Donc il y a ça. Et je pense que ce qui est clé, c'est vraiment communiquer. Ce que je fais aussi, c'est identifier des ambassadeurs au sein de l'équipe. Donc je vois des personnes qui ont vraiment envie de tester de nouvelles choses, qui sont toujours curieuses de découvrir de nouvelles choses, de les tester, de donner du feedback, de parler devant le reste de l'équipe pour dire voilà, on a testé ça, voilà ce qu'on a appris, voilà mes conseils si vous devez l'appliquer. Et donc ça, c'est dans les rituels que j'ai mis en place toutes les semaines. C'est vraiment donner la parole en fait à ces personnes-là et pas tellement à moi qui ai mis en place de nouveaux process ou de nouveaux outils, mais plutôt aux personnes qui les ont testés en premier et de raconter comment ils et elles l'ont fait et les bénéfices ils et elles ont retiré de ça. Donc je pense que ça passe beaucoup par les pairs comme ça pour finalement avoir de l'impact. Et donc du coup, je pense que c'est aussi s'appuyer sur ces personnes-là, ces ambassadeurs, pour continuer à faire vivre et améliorer l'organisation. Utiliser l'humain en quelque sorte comme média. Et du coup, le pire qui peut vous arriver, c'est que l'humain parte et que plus personne ne soit là pour témoigner en quelque sorte de ce qui a été mis en œuvre et que ça marchait bien et qu'il fallait le garder. On en parlait un peu, ce turnover, il est délétère. Ouais, pour finir sur ça, tout à l'heure tu disais, on parlait de célébrité et de réussite et d'attribution. En effet, il faut pas chercher la gloire parce que justement ceux qui vont avoir la gloire, c'est les équipes produits qui vont réussir et pouvoir le communiquer aux autres. J'irai plus loin que les ambassadeurs. Il y a un sujet de propagande dans une culture et donc il y a le sujet d'identifier ses promoteurs, mais aussi d'identifier ses détracteurs. Et donc quand on commence en général petit, on fait un petit MVP dans un endroit, etc. On identifie les bons. Peut-être que Malte, c'est un petit peu plus simple. Et ceux qui pourraient lutter contre, en fait, on attend d'avoir un discours de preuve avant de pouvoir les engager. La question de la survivance que tu évoquais, en effet, il y a un sujet sur le fait que, donc souvent, on pallie la documentation pallie à l'absence ou au turnover des équipes. Si on arrive à documenter, quand quelqu'un arrive et qu'on a normé la manière de documenter, ça permet de faire qu'une nouvelle personne qui arrive, c'est très facile pour elle. Tous les process sont les mêmes. Dans un monde idéal, on aurait réussi notre travail. Les process sont les mêmes. Je passe d'un produit à l'autre très aisément. Tout est documenté. La vie est belle. Il y a des PRD. Tout va bien. La question sur la survivance, c'est que la culture, c'est aussi une âme, une foi. Quand on lance un produit, on a la foi, en fait, de se dire, OK, ça va le faire, ça va être génial, etc. Il y a la preuve, il y a les arguments, il y a l'impact qu'on va générer, mais il y a le fait qu'en fait, on est porteur d'une espèce de foi. Ce truc-là, j'ai pu en faire l'expérience. On a un membre de l'équipe qui est parti pour de nouvelles aventures. Et malgré le fait que moi, j'étais là, et qu'on avait construit ensemble un certain nombre d'actions, son départ a tué 30% de la culture. Comme si... Et malgré la bienveillance, la bonne volonté des équipes, pour perpétuer ça, en fait, on se rend pas compte à quel point on dit toujours la même chose. On redonne la foi. Ouais, mais là, ça a moins bien marché, là, le système. Et nous, hop, on est là pour réappuyer. On se rend pas compte parce que c'est complètement tacite. En fait, on le redit dans le cas d'une guilde, etc. Et quand il y a plus la personne pour le dire, ça se perd un peu. Finalement, on est revenu à un système de priorisation beaucoup plus simple. Ouais, mais tu vois bien tout ce qu'on a perdu. Bon. Plus le turnover qui est au sein des équipes avec des gens qui étaient plus promoteurs que d'autres, plus proactifs, plus qui avaient bien compris. Parce que des fois, tout simplement, on a tellement de choses dans la tête, on n'a pas toujours bien compris les bénéfices. On le fait parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, pour moi, ça tient énormément en fait sur les êtres humains. Et effectivement, le plus grand danger pour le travail d'Ops, c'est le turnover. Donc, moi qui étais en train de me demander si, quand on parlait de comment se traduit le succès d'un design ops, je me disais peut-être que son succès, c'est de se placardiser lui-même, de faire en sorte qu'il soit plus utile, etc. Du coup, avec le turnover, il y aura toujours des choses à réimaginer, réinventer, etc. Voilà. Ouais, et aussi pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, je pense que education is repetition. Et il y a vraiment besoin, en fait. Quand on est design ops, on n'arrête pas de se répéter tout le temps. Parce qu'en fait, c'est de la discipline, quoi. C'est vraiment transmettre cette discipline on a mis en place ces nouvelles choses et il faut les respecter. Alors après, on peut voir aussi pour les adapter si on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque, mais sinon, c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de répétitions et de la discipline. Et par exemple, pour être concrète, chez Malte, du coup,
ce qu'on dit, nous, équipe Design Ops, c'est no PRD, no work. Donc, en fait, si vous préparez pas votre PRD, on travaille pas avec vous, donc les équipes transverses. Donc, il y a besoin de passer par cette discipline pour s'assurer que ce soit adopté, que vraiment on aille au bout du test de ce process, de son adoption. Donc, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Mais effectivement, on a besoin de cette présence et de s'appuyer sur les personnes autour de nous pour que ça prenne et que ça continue de vivre en permanence chaque jour. Peut-être que l'enjeu aussi pour vous, pour que on continue à utiliser vos méthodes, c'est qu'elles soient assez larges, qu'elles laissent encore un vent de liberté où on n'a pas l'impression que tout le monde va devoir réfléchir de la même manière, dans une même type de créativité, je crois que ce oui de la tête montre que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mitch, en fait, c'est intéressant parce que moi je viens de la créativité et je crois que la créativité c'est la contrainte. Si on n'a pas, j'avais un prof d'art plastique, je vous raconte ma vie. J'avais un prof d'art plastique, un matin, il nous avait laissé tout, allez, faites ce que vous voulez. Et puis évidemment, ça n'a rien donné de bon. Il faut donner un cadre en fait pour qu'on arrive à travailler. Donc effectivement, il faut pas que le cadre soit trop restreint, mais on a une prédisposition tous ensemble à créer des silos dans tout. Je veux dire, même à la maison, il y a toujours quelqu'un pour décider que lui va ranger le linge comme ça. Bah non, désolé, il y a 2 mannes, tu mets là c'est le blanc et là c'est bon. Donc ce côté c'est épatant parce que moi je viens d'un truc où je rêverais que le monde soit une anarchie la plus totale. Et néanmoins aujourd'hui j'impose à des équipes des processus de travail, etc. Parce qu'en fait c'est salvateur, c'est une nécessité en fait de rentrer dans des rails. Donc tu as raison, c'est un cadre, c'est des rails. C'est pas quelque chose de fermé, mais il y a un moment où si on loupe une étape ou si on la pallie avec une autre étape, on prend le risque de ne plus être en capacité en fait de changer facilement les équipes. On prend le risque de faire que quand quelqu'un onboard, eh bien on puisse pas facilement lui expliquer pourquoi cette équipe elle travaille pas comme tout le monde. En fait, on a intérêt vraiment à avoir des guidelines unifiés pour éviter les silos. Est-ce qu'il y a une question d'ego aussi, de se dire peut-être que ceux qui veulent signer de leurs mains leur passage dans l'entreprise auraient envie de bousculer ce qui était déjà fait pour le faire un peu différemment, pour montrer que ils ont eu une action, eux, même si ça n'a pas apporté grand-chose? Bonne question. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut observer, enfin un pain que notre design system manager peut avoir. Par exemple, on se rend compte que il y a un design system, il y a des guidelines qui ont été définis et parfois il y a quand même les designers qui vont chercher à apporter leur touche et on les comprend parce que oui, c'est plus excitant comme ça et en même temps quand on a cet objectif de créer une expérience qui soit cohérente pour tous les utilisateurs de A à Z, d'avoir une approche systémique, on a besoin d'avoir ces guidelines et qu'elles soient respectées. Et puis il y a un sujet sur la responsabilité du design ops. Il y a des gens qui vont arriver de l'extérieur et qui vont dire attends, en fait, je comprends pas votre outil. Hein. Nous, on le faisait sur Notion et c'était très bien. Et effectivement, du fait de son expérience, c'est mieux. C'est mieux, mais il connaît pas tous les éléments de contexte qui font qu'on a fait ces choix-là. Et qu'on est contraint, peut-être technologiquement, peut-être parce qu'il y a une DSI dont l'objectif, la North Star des DSI, c'est d'empêcher tout le monde de travailler, semble-t-il. Donc, du coup, tu vois, on peut pas toujours expliquer les raisons du pourquoi, et il faut faire pédagogie de ça aussi. Donc, quelqu'un qui arrive, t'as pas envie, en fait, de le couper dans son énergie, parce que, en général, il y a des très bonnes idées. Peut-être que c'est l'opportunité de lancer quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'on a tellement usé d'énergie, de sueur et de sang même des fois pour réussir à installer quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de le chahuter. Et on devient les académiques. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au départ on arrive, on est les disrupteurs, on est Woodstock, tu vois. Et puis à la fin on est l'académie, tu vois. Non, les gars, le classique c'est comme ça. Ouais, bon, Steve Jobs a été chercher son guide spirituel en Inde avant de devenir un patron d'une grande industrie, un grand industriel qu'on appelle Apple, je crois. Donc oui, on voit bien que c'est peut-être le même revers d'une même médaille. Peut-être pour. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est clé aussi, c'est, comme on le disait plutôt, la visibilité sur notre travail. Et donc pour nous, chez Malte, c'est vraiment le fait de présenter cette roadmap des Design Ops, de l'équipe Design Ops, et de dire
OK, regardez, voilà les chantiers qu'on a considérés prioritaires et voilà l'ordre dans lequel on va les adresser, qui font que comme une équipe produit, tu peux pas arriver et dire ah ouais non mais il y a ce truc là qui est hyper important, est-ce qu'on peut le squeezer? Non, en fait j'ai pas la place là. Il y a des priorités qui ont été définies et du coup on s'en reparle quand les priorités auront été atteintes, ou alors si on considère avec le management de l'équipe produit que cette chose-là doit être priorisée et être considérée comme vraiment plus importante que d'autres initiatives. Mais voilà, le fait de communiquer, de donner de la visibilité sur nos priorités, ça permet aussi d'éviter cet effet-là. Nous, rien à voir, parce qu'en fait, ça, c'est la théorie. Et en pratique, il y a toujours un truc qui arrive par la fenêtre et on fait jamais ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais on le communique, en effet. Pour conclure peut-être sur cette partie, avant de vous donner la parole, commencez à réfléchir à des questions. On en veut des questions. Est-ce qu'on peut se dire aussi que, une fois de plus, pour la pérennité du travail que vous avez effectué, il faudrait que, d'autres personnes défendent votre travail. On a dit les ambassadeurs qui peuvent faire partie des équipes, mais peut-être aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec le design. On parlait de la DSI. Peut-être qu'à la fin, même eux seront les premiers à dire non. Ça fait 5 ans que maintenant il y a cette manière de procéder, de travailler, et il faut le faire. C'est utopiste ce que je dis. Non, mais c'est sûr que si on les attend pour l'académie, le côté académique, ils vont être bons. Je sais pas. De la DSI. Non, je plaisante. Chaque direction a évidemment des objectifs qui sont pas toujours. C'est la clé des OKR. Hein, c'est quand on a des objectifs communs, on arrive à parler le même langage et à partir dans la même direction. Mais naturellement, il y a des moments où on va pas dans le même sens parce qu'on combat pas les mêmes batailles. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. C'est parce que voilà, ça fait quand même plus d'1 heure qu'on parle ensemble. La clim est éteinte, la chaleur monte. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Merci Mitch, merci Caroline d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super riche d'expériences bien concrètes. Mais on peut encore aller peut-être un peu plus loin et entendre vos questions pour préciser ou pour développer quelques notions. Un micro va passer. Je mets un petit générique et puis on vous écoute. Peut-être lever la main pour ceux qui veulent prendre la parole. Tout au fond. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de câble? On a 10 mètres. On tente. Mais sinon, peut-être vous pouvez vous rapprocher aussi. Alors, je rebondis sur un des derniers sujets. C'était sur le repository de Product Requirements Document. Quel outil? Et j'ai cru comprendre aussi, c'est pas que au niveau design que ça a été mis en place. Vous avez eu d'autres parties prenantes. Comment vous avez défini outils et coordination avec d'autres départements sur le sujet? Ouais, donc du coup l'idée ça a été de prendre l'outil qui est le plus utilisé dans l'organisation, justement pour faciliter l'adoption. Donc chez Malte c'est Notion. Et pour les équipes, donc c'est le repository de l'équipe product. Donc dedans il y a product et design, et finalement les squads. Donc product, design, dev, et toutes les équipes qui sont en transverse, donc data analyst, PMM. Et après, dans la partie design, donc user research, UX writing, localization, design system, l'idée, ça a été, je pense que vraiment le truc clé, c'est de se dire, ok, c'est cet outil qui est le plus utilisé, donc on part sur ça. Et après, au maximum, essayer de créer des ponts entre ce repository et les autres parties, justement, dans le Notion. Donc, par exemple, pour la user research, j'ai quasiment le même système qui vient se connecter avec ce repository. Même chose pour UX Writing. Donc, l'idée, c'est d'essayer de connecter ce repository de manière la plus fluide et sans couture possible au reste des environnements. Et je voulais dire un autre truc et j'ai oublié. Mais alors c'est très intéressant parce qu'on a installé aussi un système de PRD chez France Télévisions et on est contraint par des gens qui veulent qu'on continue à travailler avec des outils comme Confluence qui sont des outils qui étaient très bien au début des années 2000, mais aujourd'hui en fait il n'y a pas d'héritage, c'est-à-dire la difficulté, vous connaissez tous cette règle, on peut pas retenir plus de 10 choses au quotidien et donc si je change quelque chose de structurel, il faut que je le reporte sur toutes les pages que j'ai documentées. Notion, Coda, des outils comme Airtable sont des outils en fait à héritage, c'est-à-dire que quand je change quelque chose à un endroit, ça le répercute partout
mais pas Confluence. Donc, on se retrouve avec un outil du coup archaïque, avec une documentation qui ressemble en fait à un album de photos des années 30. Bon, Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, eh ben, ils recommencent à zéro. Ce qui est très intéressant dans ce qui était partagé là, c'est que c'était l'enjeu, c'était l'ambition de se dire en fait, il n'y aura pas de défiance à nouveau sur la connaissance puisque mes insights, hérités de ma connaissance utilisateur, vont venir nourrir mes opportunités qui vont ensuite donner naissance à des solutions qui vont ensuite être développées. Ce qui veut dire qu'au niveau du développeur, il a la même culture. Depuis le début, il sait exactement pourquoi on fait ces choses-là. Aujourd'hui, on a des problèmes liés au fait que la priorisation, elle se passe très bien avec toute cette connaissance jusqu'au moment où on arrive aux équipes techniques. Et puis là, en fait, on fait « Ouais, mais ça va passer plus vite, alors on va le découper comme ça. » Et donc, on n'est plus du tout en train de répondre aux problèmes de l'utilisateur au départ. Et on a fait le truc qui était le plus facile à faire dans les délais, avec la culture agile, les sprints et tutti quanti. Si tout était lié et si tout était dans un lien commun, que ce soit dans le même outil ou dans des outils qui arrivent à correspondre entre eux, alors du coup on a quelque chose de cohérent. Donc nous c'est un aveu d'échec, c'est que c'est déjà pas mal, on arrive à créer une documentation continue, c'est déjà pas mal, on a un repository qui nous permet de faire de la priorisation des insights, mais comme on n'a pas tout de bout en bout et qu'on n'a pas le mandat pour ça parce que ça relève des expertises, soit des équipes produits avec lesquelles on travaille bien, je le rappelle, ou des équipes tech qui ont leur processus et qui fonctionnent depuis toujours. C'est très difficile de dire ah non, on va pas faire des tickets Jira. Bien sûr que si, on va faire des tickets Jira. Donc comment on fait pour interconnecter tout ça? C'est le vrai sujet de fond. C'est pour ça que tout à l'heure je m'en prenais à la DSI en plaisantant. C'est qu'il y a des gens dont la mission consiste à faire attention à ce que tout ça fonctionne bien, à ce qu'il n'y ait pas des fuites d'informations à l'extérieur, etc. Et je veux décevoir personne, mais par exemple, quand on installe Figma, en fait, on a le contrôle sur rien du tout. Et donc, on a des fois des petites difficultés à communiquer avec des gens dont c'est le rôle de dire ah, non, tu vas pas m'installer ce truc-là. Bah si, en fait, on peut pas faire autrement. Maintenant, tout le monde travaille là-dessus. Et en t'écoutant, petite précision, la façon dont on utilise Notion, c'est via les data tables. Donc, qui justement sont plus puissants que juste le fait de créer des pages et qui permettent aussi de créer des templates de pages. Donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, pas plage, j'ai envie de vacances, c'est toujours la même structure. Donc, la structure que j'ai décrite plutôt en 7 étapes. Et ce qui fait que juste en cliquant sur créer une nouvelle page, de fait, tout apparaît. Il y a juste à compléter étape par étape. Et donc là, finalement, pour moi, en tant que design up, c'est un peu un garde-fou qui permet de m'assurer que tout le monde passe par les mêmes étapes, tout le monde documente de la même façon. Autant que possible, parce que il y a toujours quelques petites créations qui peuvent être ajoutées, comme on le disait plus tôt. Mais en tout cas, la structure est là et reste la même entre chaque initiative. Et l'aléa, il peut être à la marge. C'est pas grave qu'on rajoute un petit bout de documentation qui n'était pas prévu. Comme on a un standard qui est commun, en fait, notre bataille, c'est une bataille des standards. À partir du moment où on travaille sur des standards, on peut tous se comprendre. On va faire attention sur des réponses pas trop longues parce que s'il y a d'autres questions. Pardon, juste sur les standards, quand on rédige un CV, c'est un standard. En fait, on s'est tous conditionnés au fait qu'il y a une ligne, machin, etc. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert à ce que n'importe qui dans le monde lit votre CV, il sait le lire et comprendre votre parcours. Les standards, en fait, ça permet une lecture uniforme, homogène et standardisée pour tout le monde. On enchaîne avec une nouvelle question. Qui veut prendre la parole? J'ai demandé de faire plus court pour vous donner la parole. Ne me rendez pas ridicule. Merci. Est-ce que vous avez eu des difficultés en interne à convaincre le top management d'accorder du temps justement à ces chantiers de fond et de faire accepter l'idée que potentiellement pendant un moment les équipes allaient perdre en vélocité le temps d'adopter ces nouveaux process, méthodes, outils, etc. Alors, chez Malte, non, parce que finalement, c'est venu de Tristan, le VP Design, qui, en fait, lui aussi, par manque de temps et de bande passante, a eu besoin de créer ce poste-là. Et donc, qui, du coup, a aussi communiqué pour donner la légitimité à cette position. Et plus sur la seconde partie de la question, sur le temps qui pourrait être perdu au fait d'adopter de nouveaux process, de nouveaux outils. Chez Malte, non, parce que je pense qu'on est quand même dans cette logique d'itération permanente, d'amélioration de nos façons de fonctionner. Donc il y a pas eu de challenge à ce niveau-là.
Après, il y a toujours des momentum. En fait, en général, si tu mets en place quelque chose, c'est parce qu'il y avait une douleur. Donc, les équipes, même très loin, elles ont tendance en fait à se rendre compte que de toute façon, là, on ne délivre plus ou il y a quelque chose qui ne va pas dans la mécanique de travail collective. Donc, on nous donne quand même un petit peu on va bien voir en fait, est-ce que ça va le faire leur affaire, et comme je disais tout à l'heure, si ça marche, on est content, on oublie un peu qui est-ce qu'il a fait, et quand ça marche pas trop, on a vite fait de nous dire attendez, on a perdu 2 semaines, bon, donc ouais, c'est une affaire de foi à nouveau, mais je crois que quand on commence à mettre en place des choses, sauf quand vraiment ça ne résout pas un problème immédiat, ça résout un problème anticipé, ou ça résout un problème qui est tellement ancré dans notre culture que on sait même plus que c'est un problème. Hein, dans le cadre des tests utilisateurs, pour des gens qui utilisent des back-office chez nous, j'ai vu quelqu'un allumer un PC le matin et me dire bon, on va chercher un café. Oui, pourquoi ? Le temps que l'ordinateur démarre. Voyez. Donc il y a des trucs qui sont tellement inscrits dans nos habitudes qu'on a tendance à plus les voir. C'est la faute de la DSI. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la faute de la DSI, disait Rachel. Le micro était coupé. Une autre question ? Salut, je vais rebondir du coup sur la dernière réponse. Là, j'ai l'impression que vous êtes issu d'environnements hyper matures d'un point de vue produit, autant chez Malte que chez France Télé. Si vous avez effectivement des top managers qui sont assez réticents à se dire tu viens me demander 100 ou 150K à investir pour pas faire du delivery, mais de l'amélioration et de la résolution de problèmes. Vous avez évoqué beaucoup le terme de douleur. Et du coup, donc, c'est quoi le ROI que tu peux promettre à un top manager qui serait assez réticent et qui serait pas hyper mature d'un point de vue produit? C'est quoi les KPIs que vous allez pouvoir éventuellement essayer de lister et de se dire, en fait, voilà ce qu'on va mesurer, au-delà même de juste, entre guillemets, ce qui est hyper important déjà, mais la santé de l'équipe, le bien-être, et voilà. Et du coup, la deuxième question est très liée, mais à terme, est-ce que, puisque vous avez évoqué beaucoup le terme de douleur et on intervient pour améliorer et résoudre des problèmes, à terme, c'est-à-dire au-delà de 6 mois, 1 an, je sais pas, en fonction de la complexité, mais c'est quoi la pérennité du travail d'Ops en gros? Est-ce que tu viens en pompier de service, tu résous les problèmes et tu les as résolus, ton job est terminé? En tout cas, toujours avec cette question de quel ROI par rapport au budget que ça va demander, quoi. Une question ROI, une question de pérennité, on y retourne. Je pense que ce qui me vient en tête, c'est la vélocité des équipes, enfin, le fait d'avoir fluidifié, simplifié les process. Et comme on le disait plus tôt, en fait, éviter que les personnes se reposent les mêmes questions, de se dire ah ok, par quelles étapes je vais passer. Donc ça, il y a ce gain de temps que tu peux mesurer finalement en comparant. Bien sûr, c'est pas exact. Hein, tu vas avoir des variables qui vont s'ajouter au milieu, mais en comparant peut-être pour nous le temps qui est nécessaire à avancer sur les projets, enfin à délivrer les projets. Enfin, le framework dont j'ai parlé, c'est sur la partie discovery. Donc, on a apporté cette discipline à la discovery. Donc, c'est de mesurer le temps qu'on met et déjà de comparer le temps qu'on s'était fixé sur le projet versus celui qu'on met, alors qu'auparavant, on mettait pas toujours une deadline sur le projet. Donc, ça a apporté cette visibilité sur le temps qui, en fait, auparavant n'existait pas. Tester la satisfaction, je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes. Et aussi, pour répondre à la toute première partie de ta question, tu disais comment est-ce que tu convaincs un stakeholder. Je pense que ce que j'emploie, c'est finalement un truc une méthode ou quelque chose de naturel que j'ai fait pour la user research quand j'étais en agence et que je devais convaincre mes clients de l'importance de faire de la user research. C'est commencer par des choses petites, mais montrer que ça a de l'impact. Et donc, quand j'étais en agence, je me souviens d'un client qui me disait non, mais en fait, il n'y a pas de temps pour la phase de user research. On le fait pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent. Ok, donc montrer que on fait pas de user research, regarde le temps que ça prend du coup de concevoir une solution, on regarde le risque que ça génère parce que potentiellement on se trompe, et donc in fine on perd du temps et on perd de l'argent. Et montrer que grâce au test, on pouvait éviter des erreurs importantes. Et in fine, c'était le client qui disait, ok, nouveau projet, on fait une grosse phase de recherche exploratoire pour mieux comprendre le sujet. Donc, je trouve que ce qui marche beaucoup, c'est la preuve par l'exemple.
en commençant petit et en montrant que déjà avec quelque chose de petit, on a de l'impact. Alors si en plus on scale cette discipline, imagine l'impact qu'on peut avoir. Tu parlais de pérennité. Moi, j'aime bien dire que notre mission, elle sera finie quand on aura tout mis en place et on les voit bien. Les problèmes, au début, on les liste, ils sont peut-être pas forcément très nombreux, mais il y a une créativité naturelle chez l'être humain pour recréer du chaos qui est assez étonnante. Donc tu t'as mis en place un truc et puis pouf, tu sais, t'es un peu Mario, quoi, le plombier, tu sais, tu mets un truc là, puis pouf, hop, ça fuit de l'autre côté, on recommence. Bon, donc malheureusement, je crois que les ops au global ont beaucoup d'avenir devant eux. Plus il y a d'équipes, plus il y a de turnover, plus il y a d'ops. Longue vie à vous. Je revenais juste sur la question du budget. L'idéal, c'est d'être en shadow tools, c'est-à-dire de se débrouiller pour faire preuve sans avoir à aller chercher du budget. Ça, c'est vraiment l'idéal. Du coup, tu fais preuve avec les petits promoteurs dont on parlait tout à l'heure. On arrive à faire fonctionner le truc. Et là, tu as les moyens ensuite de faire une belle présentation et de dire, regardez les gars, on a commencé ça, on a demandé à personne parce que si on avait demandé, on l'aurait pas fait. Je pense que le discours de preuve, c'est toujours le discours qui fonctionne. On peut poursuivre avec peut-être une dernière question avant de poursuivre les échanges avec nos invités autour d'un moment plus convivial. Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que les équipes de DesignOps travaillent entre elles, entre DesignOps, et comment est-ce qu'elles travaillent avec les autres équipes Ops, par exemple des DevOps ou autres. Ouais, je pense que ça dépend de la définition qu'on a dans chaque organisation. Donc, comme je disais, chez Malte, on est une équipe de DesignOps et on a ces 4 expertises transverses, donc qui sont pas finalement les product designers. Ça rejoint un peu la définition que tu donnais au début, Rachel. Et en fait, c'est pour ça que aussi mon rôle a été créé entre manager de cette équipe DesignOps, pour qu'on s'assure que ces expertises, donc qui sont en parallèle du product design est nécessaire au product design, mais aussi au product management, qu'on soit coordonnés, qu'on travaille ensemble. Par exemple, ça a été clé pour nous de rapprocher UX Writing et Localization. Parce que UX Writing, c'est du coup le fait de produire le bon contenu, la bonne hiérarchie de l'information dans le produit. Et Localization, c'est le fait de traduire et adapter aux différents marchés, aux différents pays dans lesquels on est présent. Et du coup, c'était clé de les rapprocher pour justement faciliter et accélérer la collaboration entre ces deux disciplines. Pareil, important pour nous de rapprocher UX Writing et Design System, parce que du coup, notre UX Writer va mettre ses guidelines dans le Design System. Et donc, du coup, finalement, l'information est au même endroit et facilite l'adoption. Et pareil, User Research, finalement, UX Writing va utiliser User Research pour observer, écouter comment les utilisateurs, quels mots sont employés dans le but de définir des guidelines et définir la bonne terminologie sur l'ensemble du produit. Donc pour nous, ça a été le fait d'avoir une personne en transverse qui coordonne ces différentes expertises. On travaille, je le disais, conjointement DesignOps, ProductOps. Côté tech, c'est encore une culture un peu différente. Dès le départ, en fait, on a mis en place des moments de réunion où on fait le point en fait sur les actions qu'on veut entreprendre et on a en toute transparence et on a tous commencé communément à lancer des interviews utilisateurs à toutes les échelles, que ce soit des VP, que ce soit des stakeholders, etc., sur les douleurs qu'envisageaient les gens. Et par ailleurs, en fait, c'est perpétuellement nourri par le health check qui est à un rythme de tous les 2 mois à peu près au sein des équipes. Ça nous permet d'avoir des feedbacks intéressants et on a ensuite un repository, donc un lieu de dépôt de l'ensemble de ces contributions de nos utilisateurs internes qui viennent nourrir en fait des insights qui se nourrissent progressivement en fonction de la douleur plus ou moins forte. Des fois, il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes, c'est assez rare. Du coup, on peut prioriser communément. Et ensuite, on assigne. On dit, ça, c'est plutôt de votre côté produit, ou ça, c'est plutôt de votre côté design. Encore une fois, on a des très grandes équipes. C'est pour ça qu'on a le luxe d'avoir des équipes produit et design. Je prends un autre exemple aussi. Souvent, il est plus facile, en fait, pour quelqu'un de venir... donc, des fois, on a une douleur assez profonde et on identifie que c'est quelqu'un en particulier qui a un souci de management et qui n'arrive pas à parler avec son manager ou que sais-je.
Dans ce cas-là, en fait, on va proposer des solutions et une des solutions, c'est de s'entretenir avec quelqu'un. Et là, on a un formulaire très clair où, en fait, on n'est pas passionné, on écoute la personne, on lui pose des questions pour entendre ce qu'il a à dire, mais on désincarne, je dirais, le truc. Et dans ce cas-là, c'est les gens du design qui écoutent des gens du produit pour qu'il n'y ait pas d'affect et de dissonance. Et c'est la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir des expertises qui sont relativement proches, mais sur des périmètres distincts, pour pouvoir des fois se substituer à l'autre quand la part d'humain en fait serait beaucoup trop biaiseuse. Le mot de la fin, biaiseuse. Merci Mitch. Eh bien voilà, on touche à la fin de ce podcast. C'était très riche. Je pense qu'on peut continuer en effet la conversation. Merci pour votre écoute attentive, pour vos questions. N'hésitez pas à retrouver tous les épisodes de Slash Design sur. On est au 7e, donc il y a pas mal de sujets quand même à aller voir d'avant. Et puis à bientôt. Merci. Merci.